Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Son silence avait été assourdissant depuis le début de la crise des Gilets jaunes et il est revenu hier soir en s'exprimant pendant près de 13 minutes devant les Français. Une allocution où on a retrouvé le Macron qui savait communiquer, lui qui était catastrophique dans la communication depuis l'été, et seul contre tous jusqu'à 20h sur Sud Radio, je l'affirme, le patron c'est Macron. Oui, le patron c'est Macron car il a commencé en remettant le clocher au milieu du village, en affirmant que les casseurs seraient sanctionnés, ce qui est logique quand on voit les saccages et les pillages qui ont lieu à Paris, mais aussi dans de grandes métropoles comme Bordeaux et Toulouse. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, le patron c'est Macron. Et son allocution s'est poursuivie par un mea culpa envers ceux qui l'auraient pu blesser avant avec ses propos pour revenir avec plusieurs propositions fortes. Le SMIC augmenté de 100 €, avec les heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées. Tiens, Sarkozy rit et Hollande pleure, ou encore l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraites jusqu'à 2 000 €. Des mesures qui n'auraient pas eu lieu si on en croit Muriel Pénicaud dimanche. Tiens, Bruno Le Maire, lui, c'était sur la CSG le jour même, ou Darmanin, depuis toujours pour les heures supplémentaires. Mais il décide, les ministres exécutent, comme disait Chirac. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, le patron c'est Macron. Enfin, après avoir mis en avant les maires, qui sont les élus les plus proches du terrain et sur qui le président compte s'appuyer pour consulter les Français, il a conclu avec un appel à l'Union nationale, une Union nationale brisée depuis fort longtemps et dont la crise des Gilets jaunes est le révélateur. Hier soir, même si le contraste avec le physique du président, qui semblait très éprouvé, était patent, on peut dire que le chef de l'État est de retour. Normal, le patron, c'est Macron. Avec nous pour en débattre, Catherine Fabre, députée La République En Marche de la Gironde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On va continuer avec les dames. Mathilde Aubineau, communicante et fondatrice de la saga des audacieux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Sébastien Conrado, directeur de Décodeur 360. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio et à nouveau également, comme Catherine Fabre, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe, délégué général des centristes chargé des affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, allez, galanterie oblige. Vous permettez, on va commencer avec les dames. Je pense que là, vous êtes d'accord avec moi quand je dis le patron, c'est Macron. Catherine Fabre. Oui, il est certain que toute l'impulsion qui a été donnée dans le mouvement En Marche et maintenant depuis 18 mois vient du programme et de la vision qui a été impulsée par Emmanuel Macron. Donc au départ, le patron, c'est Macron. Après, il est évident, et on l'a bien vu hier, que Emmanuel Macron a reconnu finalement plusieurs erreurs, notamment en termes de communication, et laisse plus de place dans le travail qui arrive à de la concertation sur la démocratie participative. Donc là, il va s'agir maintenant d'innover justement en termes de démocratie, puisque là, on est vraiment dans une crise de la représentativité. Donc comment faire pour que les citoyens se sentent impliqués dans le débat? Il a été assez silencieux là-dessus, sauf sur le vote blanc. Mathilde Aubineau, la parole est à la communicante de sexe féminin. Voyons, vous savez qu'on sait quand même accueillir et qu'on a de la galanterie sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous pensez quand j'affirme que le patron, c'est Macron ? Alors déjà, son discours, il était important, il était attendu, on peut le voir au regard de la très très grande audience qui a fait mieux que des grands matchs de foot. Donc bon tempo, il a pu être audible et s'adresser aux bonnes personnes. Et ça, c'est important dans la communication, c'est d'avoir un message fort. On pourra en reparler, mais aussi de s'adresser aux bonnes personnes. C'est-à-dire, contrairement à son discours sur la transition écologique il y a quelques jours, il n'est pas resté sur des concepts, sur des chiffres clés, mais il a parlé aux personnes, justement, qui se sont senties à l'écart, qui se sont senties délaissées. Et donc ça, c'était important pour lui de reprendre cette parole et de faire son autocritique aussi. Parce que c'est la personne de Macron qui a posé question, qui a posé problème, et cela depuis des semaines. Et donc cette autocritique, ces concessions, sans demi-mesure, ont été posées, ont été mises en avant et ont été soulignées, je le crois. Sébastien Conrado, Décodeur 360, le patron, c'est Macron. Alors, on a entendu justement que Emmanuel Macron était un petit peu le patron et donc celui qui avait impulsé le mouvement LREM. Et moi, je voudrais vous poser une question, Madame la députée. Est-ce que, puisque Macron s'est senti un peu affaibli ces derniers temps, vous n'avez pas senti que tout son mouvement, tout ce sur quoi reposait Emmanuel Macron, ne s'est pas affaibli aussi? En fait, c'est assez paradoxal parce que cette crise des Gilets jaunes, elle part d'un constat qu'on a fait nous aussi.
il y a 2 ans. C'est bien parce qu'on était dans une impasse, c'est bien parce qu'il y avait une fracture sociale, qu'on est tant de députés... Ça, c'était Chirac 95. Oui, tout à fait. Comme quoi, les problèmes ne sont pas nouveaux. Et c'est bien, fort de ce constat, qu'on a été très nombreux à vouloir s'impliquer et à vouloir entrer en politique et s'engager derrière cette vision d'Emmanuel Macron qu'on partageait. Donc là où c'est paradoxal, c'est qu'on est d'accord en fait avec les Gilets jaunes sur le constat. Et on avait déjà commencé à mettre en place pas mal de choses sur le plan social, alors qui n'avaient pas été bien audibles par les Français. Et c'était ça toute la difficulté. Et moi je suis ravie, et j'étais ravie hier en entendant le président, de voir effectivement qu'il a su avoir cette parole. Il a su parler avec son cœur, il a su considérer et montrer qu'il considérait les Gilets jaunes, qu'il les comprenait vraiment dans leur message profond. Et donc, je ne pense pas finalement que ce soit un affaiblissement durable. Je pense qu'on était à la croisée des chemins et j'espère qu'on va revenir vers du positif. Emmanuel Dupuis, le patron, c'est Macron. Vous en pensez quoi, vous ? Oui et non. Alors évidemment, la parole du président était attendue, c'est normal. Il avait été silencieux depuis le début de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on attendait vraiment qu'il s'exprime. Alors il est arrivé effectivement tardivement dans la prise de parole. Néanmoins, le patron, c'est Macron. C'est Macron. Non, c'est oui. Macron, pas Macron. Oui et non. Premièrement, les mesures qui ont été annoncées ont un chiffrage précis. Et quand il s'agit d'aller au-delà de l'endettement, je vous rappelle que nous avons signé les critères de Maastricht et nous ne pouvons pas être endettés à plus de 3% du déficit public. Donc, Plus de 3% de déficit par an, exactement. Donc moi, je pense que ces mesures sont nécessaires, mais elles ont un coût, entre 10 et 15 milliards d'euros. Donc le patron, c'est pas Macron. Le patron, c'est la Commission européenne, c'est le commissaire européen Pierre Moscovici, c'est la Banque centrale européenne, c'est l'Eurogroupe qui nous autoriseront, oui ou non, à aller au-delà des 3%, parce que vraisemblablement, le correctif budgétaire fait qu'on sera vers 3,5%. Surtout avec une croissance qui est plus basse que prévu. Et avec un endettement qui, je le rappelle, est 100%. Dépasse à 100%. 100% et du est PIB. supérieur de 60 milliards au PIB. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le patron, c'est pas Macron. Le patron, c'est les 925 parlementaires. Et je ne pense pas qu'on ne puisse récuser cette légitimité, puisqu'il a lui-même dit que les États généraux devaient être autant déconcentrés que décentralisés. Et donc c'est au-delà des 925 parlementaires, auquel on peut rajouter les 74 parlementaires européens, la prise en compte de l'ensemble des corps constitués, les associations d'élus, les nombreuses réunions préalables à la prise de parole présidentielle. Le président est intervenu après avoir, pendant 4 heures, entendu l'ensemble des représentativités locales, régionales, municipales et bien évidemment associatives. Il a réuni aujourd'hui les banques françaises. Il réunira demain les entreprises françaises. Donc le patron, c'est le corps collectif. Et je crois que c'est normal, puisqu'il appelle à un nouveau pacte social. Il nous insère dans ce qui me semble être une réalité déjà depuis 4 week-ends, un état d'urgence sociale. Donc, qui dit état d'urgence sociale, dit inclusion, dit coopération, et bien évidemment, cela incite à un peu de modestie et un petit peu moins de centralisme et un petit peu plus de décentralisation. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h12. Le patron, c'est Macron. C'est ma position ce soir dans Seul contre tous. Qu'en dit-on sur Twitter, mon cher Philippe Rossi ? Eh bien, vous êtes vraiment seul contre tous, puisque sur les réseaux Ça peut sociaux, changer, il reste 48 énormément minutes d'émission. d'auditeurs où ça va être difficile. 90% d'entre eux ne sont pas d'accord avec vous quand vous dites le patron, c'est Macron. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour des vraies voix, seul contre tous jusqu'à 20h sur Sud Radio et je l'affirme, le patron c'est Macron, ça vote beaucoup. D'ailleurs que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300 avec nous pour en débattre. Catherine Fabre, députée La République En Marche de la Gironde, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, délégué général des centristes, Mathilde Obino, communicante, fondatrice de la saga des audacieux et Sébastien Conrado, directeur de Décodeur 360. Catherine Fabre, hier soir, le président, il a quand même semblé physiquement très éprouvé. Comment pensez-vous, vous avez peut-être des informations données, qu'il a vécu cette crise des Gilets jaunes ? Je pense qu'il a dû entendre, il a dû se remettre en question. C'est forcément un exercice qui est difficile et moi je suis assez admirative justement qu'il ait pu justement le faire de manière aussi claire.
Ensuite, je pense qu'effectivement, être président, c'est éprouvant. On a à la fois à tenir un cap sur lequel les Français nous ont élus. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais, le patron, c'est pas Macron. Le patron, ce sont les Français qui ont choisi, à un moment donné, de voter pour un programme. Et là, à intervalles réguliers, se reposer la question de où on en est. Est-ce qu'on est toujours en accord sur le pacte social? Ça, c'est à la fois éprouvant et à la fois passionnant. Et puis, à la fois, c'est toute la responsabilité du président. Les parlementaires, effectivement, vous en parliez, sont là pour y aider. Sont là pour y aider, puisque nous, notre rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de bien vérifier qu'on est dans les clous par rapport à là aussi la volonté des Français. Donc les patrons, c'est aussi effectivement les parlementaires, comme vous le disiez tout à l'heure. Si je peux me permettre, vous aurez déjà un travail à faire, puisque la loi de finances sera obligatoirement rectificative, puisqu'un certain nombre de propositions ne sont pas rentrées dans la première lecture et le premier vote. Donc vous aurez évidemment un rôle non pas de contradiction, mais de complémentarité, ou de ce point de vue-là, j'espère que le pacte républicain tiendra aussi au-delà des appartenances politiques des uns et des autres. Oui, tout à fait. Effectivement, on aura à trouver aussi des solutions pour trouver des financements et réfléchir à ces éléments sur la réforme fiscale, par exemple. C'est des choses auxquelles les parlementaires auront toute leur responsabilité. Mathilde Binot, la communicante, comment avez-vous trouvé physiquement Emmanuel Macron hier? Déjà, il était mal rasé, c'est quand même assez surprenant pour un président. Pour un président... Comment vous avez trouvé sa communication hier? Il avait l'air très éprouvé quand même. Alors, très éprouvé, et on a l'impression aussi, depuis le début, que c'est quelqu'un qui a la maîtrise de lui-même, de son discours, de la maîtrise des horloges. Oui, voilà, le maître des horloges. Et donc ça, c'était depuis le début sa stature, sa manière de se démarquer. Plusieurs points par rapport à son discours très attendu. Ce qui est intéressant, c'est l'écart qu'il a constitué par rapport aux autres politiques, par rapport à ses ministres. On a vu qu'il avait pris la parole à 2 reprises, au Charles de Gaulle et puis lors de son discours sur la transition écologique. Sur le porte-avions Charles de Gaulle, voilà. Exactement. Et ça, c'était ces prises de parole qui étaient assez importantes. Et puis sinon, d'un point de vue médiatique, et celui qui a reçu aussi les Gilets jaunes, c'est son Premier ministre. Mais depuis plusieurs présidents, le Premier ministre, finalement, c'est pas celui qui va protéger le président, c'est plus un fusible. C'est le problème du quinquennat, peut-être. Et ça, c'est aussi un problème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est au sortir de la discussion avec le Premier ministre, les Gilets jaunes ont considéré Édouard Philippe comme un messager. On espère qu'il va en parler Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui décide, c'est le président. Donc son aura est tout à fait conservée, mais c'est au chef de l'État qu'ils s'expriment, qu'ils ont exprimé leur doléance. C'est vraiment à lui et sans intermédiaire. Et donc ça, c'était important, justement, de pouvoir montrer que c'est lui qui a attendu. On parlait tout à l'heure de sa personne. Il était grave. Il n'était pas dans une forme de complicité. Il y avait une certaine forme de dureté, de gravité. On sentait en effet la fatigue. C'est un moment tournant, c'est un moment charnière pour la suite de son quinquennat. Il a fait déjà 18 mois, mais pour la suite, il a voulu marquer justement sa prestance, ce recul. On a un format très traditionnel, c'est le président qui prend la parole seul. On n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de journaliste, on n'a pas de citoyen qui pourrait faire naître un dialogue et dans une co-construction. Voilà, quelque chose de très solennel pour marquer le coup, pour dire qu'il a compris. Sébastien Conrado, comme tout le monde autour de cette table, vous avez regardé la locution, vous ne l'avez pas trouvé éprouvé physiquement? Si, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé très éprouvé, fatigué et je vous dirais même très froid. Il était même au niveau de l'image. On avait un vrai contraste entre l'émission qu'on regarde, quelle que soit la chaîne qu'on regardait, l'émission très colorée, et ensuite l'allocution du président qui était avec une lumière étrange, avec ce côté... ça sentait un peu la déprime. Et pour vous dire, je trouve qu'il avait les yeux rivés sur son écran, les mains... Ça il avait un prompteur, il n'avait pas appris 13 minutes par cœur. Bien sûr. Mais il pouvait s'autoriser, il pouvait tout à fait s'autoriser, c'est un bon... il est bon à l'oral, il pouvait tout à fait s'autoriser d'avoir un peu d'expression, d'avoir un peu de vie. Et il a fait le choix, si c'est un choix ou si c'est la fatigue. C'était enregistré d'ailleurs, c'était pas du direct. Voilà, en plus. Il a fait le choix d'être vraiment très froid, très direct, et pour faire ressortir ce côté émotionnel, mais
pour ma part, j'ai senti très théâtral. Bien. Et pour vous, Emmanuel Dupuis, est-ce que pour vous, vous l'avez pas trouvé éprouvé? Oui, alors c'est pas forcément un format qui lui sied d'habitude. Hein. Il aime bien les discours beaucoup plus longs. Il aime bien s'adresser à un auditoire. Il a une gestuelle très particulière. Souvenez-vous, le discours qu'il a prononcé à l'occasion la 73e Assemblée Générale des Nations Unies, donc avec toute la théâtralité qui le caractérise. Il y avait effectivement un petit peu de solennité, un petit peu de froideur, un petit peu de posture présidentielle. Parce que les précédentes prises de parole ne les avaient pas forcément. Moi, je l'ai trouvé fatigué, mais je m'inquiète un petit peu de cette fatigue. Non pas que je m'inquiète forcément de la santé du président, mais on a quand même un agenda d'une importance capitale pour les mois à venir. La France, à partir du 1er janvier, va présider le G7. La France, et c'est le discours que le président a prononcé tout au long de ces derniers mois, veut jouer un rôle structurant de leader, d'une incarnation, d'un volontarisme européen. Il va y avoir un certain nombre de sujets qui vont venir sur la table par rapport à la reprise ou non des sanctions vis-à-vis de la Russie. Et je crois que l'affaiblissement du président sur la scène nationale est une réalité aussi à l'extérieur. Et de ce point de vue-là, c'est l'image de la France qui se perçoit à travers le président. Et de ce point de vue, je ne pense pas que les commentateurs étrangers aient été rassurés quand ils ont vu que la personnification du pouvoir était quand même marquée par une certaine fébrilité. Et puis, j'ose le dire quand même, et habituellement, je ne suis pas du tout dans cette critique, 13 minutes pour adresser des problèmes aussi complexes, ça paraît un peu court. Mais par contre, une allocution d'une demi-heure, ça pourrait paraître un peu long, oui, à sens inverse. Disons qu'on pouvait se passer des 3 ou 4 premières minutes, même s'il fallait rendre hommage aux forces de l'ordre, mais que de ce point de vue-là, il fallait rentrer plus concrètement dans un certain nombre de propositions, et puis que ces propositions soient corrélées, soient budgétisées, et je crois que c'est une des critiques que l'on entend le plus. Je suis assez d'accord. Oui, Catherine Fabre. Oui, alors moi je partage pas du tout. Vous parlez de C'est le froideur. principe d'un débat. Très bien, parce que vraiment, moi, au contraire, si j'avais eu un adjectif, j'aurais plutôt dit habité plutôt que froid. Donc je trouve ça absolument contraire. Il y avait un truc qui étonnant. paraît c'est froid. Alors je sais pas, c'était l'éclairage ou le C'était maquillage. plus l'éclairage. Oui, mais ça, faut prendre un bon éclairagiste. Hein, oui, alors ça, il y a peut-être des questions. Il y a peut-être des questions d'éclairage. Des éclairages en blanchot, ça existe. On en voit même dans ce studio. Hein. Ça, je veux bien le croire. Après, qu'il ait été solennel et qu'il ait été sérieux, c'est une certitude. Mais en même temps, c'était à la mesure aussi des enjeux de cette prise de parole hier et à la mesure justement de tout ce qu'il fallait faire passer hier soir. Et alors moi je trouve que le format court permettait justement d'être sûr d'aller à l'essentiel et d'être compris sur l'essentiel. Le risque, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron préfère les formats longs, préfère effectivement prendre le temps de bien expliquer dans la complexité. C'est le contre-coup de la pensée complexe. Voilà, c'est de la pensée complexe, mais je pense que là, le parti pris, c'était justement d'être sûr, d'être bien clair, d'être bien lisible et d'aller à l'essentiel. Et de ce point de vue, moi, je trouve que justement, l'exercice était plutôt réussi. Mais justement, est-ce qu'il a pas... Oui, vous voulez réagir, Mathilde Bino? Oui, pour revenir par rapport à l'international, ce que vous disiez, monsieur, c'est... Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis. Parce qu'il y a 2 hommes, c'est pour ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est parler avant que les autres ne parlent. Et finalement, ses concurrents, ses adversaires politiques sur la scène internationale, Salvini ou Trump, ont dégainé avant lui. Et donc ça, c'était important que lui puisse apporter aussi sa vision des faits, d'apporter aussi son appréhension. Et ça, c'est important parce que Trump, justement, tire profit de la situation en France pour tenter d'affaiblir la position, la politique de Macron à l'approche, en effet, des échéances européennes. Et donc ça, c'était important d'avoir cette alternative, ce discours-là émis par le président. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h25. Les vraies voix, seuls contre tous. J'étais un peu minoritaire, mon cher Philippe Rossi, il y a quelques minutes. Est-ce que ça a un peu remonté? Vous savez, on parlait du blanchot tout à l'heure. Est-ce que c'est en train de se réchauffer? Non, pas du tout. Là, malheureusement, la casserole n'est pas en train de bouillir. Hein. Philippe David, 90% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous lorsque vous affirmez le patron, c'est Macron. Essayez d'inverser la tendance pour faire plaisir à Philippe David. En tout cas, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Évidemment, on vous attend pour débattre avec nous. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour des vraies voix seuls contre tous sur Sud Radio. Et je l'affirme, le patron, c'est Macron. Pour le moment, je suis légèrement minoritaire, mais bon,
On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, comme dirait une chanson. Avec nous pour en débattre, Catherine Fabre, députée La République En Marche de la Gironde, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe, délégué général des centristes chargés des affaires étrangères, Mathilde Dobineau, communicante et fondatrice de la saga des Audacieux, et Sébastien Conrado, directeur de Décodeur 360. Sébastien Conrado, vous êtes sage comme une image, on vous a pas beaucoup entendu. Pour une fois. Est-ce que vous pensez pas qu'il a remis, vous me passerez l'expression, le clocher au milieu du village en début d'intervention en rappelant que ce qui s'était passé aux Champs-Élysées, place de l'Étoile, à Bordeaux, à Toulouse, etc., c'était absolument scandaleux et qu'il a bien axé sa communication en se présentant en chef dès le début? Bon, sur sa communication, pour moi, on repassera. mais effectivement, cette espèce d'introduction de 4 minutes que vous aviez mentionnée précédemment, c'est-à-dire un tiers de l'intervention. Oui, c'est ça. Était assez particulière et vraiment, j'avais l'impression qu'il voulait vraiment revenir sur les événements et montrer qu'il y avait une erreur, que les gens s'étaient trompés sur leur jugement. Ce à quoi je n'ai pas de réponse, mais voilà, pour moi, Emmanuel Macron s'est peut-être trompé de cible, trompé de combat, et il marque encore cette espèce d'incompréhension entre le peuple et lui. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, j'imagine. Ah ben non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, surtout étant députée de Bordeaux et ces saccages de la ville se sont faits dans ma circonscription. C'est plein centre-ville. C'est plein centre-ville de Bordeaux. Et honnêtement, c'était inimaginable. Des incendies, des barrières partout. Ça a eu lieu à Toulouse aussi, ça a eu lieu dans d'autres villes. Oui, voilà. Mais à Bordeaux quand même particulièrement. Mais effectivement, ça a eu lieu également dans d'autres villes. Pourquoi ça a eu lieu Il y a quand même eu, globalement, des commerçants se sont fait prendre au piège quelque part de ces flammes, de ces manifestations. C'était une violence inimaginable. On peut rajouter l'intimidation qu'il y a eu par rapport aux députés. Certains se sont fait agresser, certains se sont fait menacer. Les forces de l'ordre qui se font agresser aussi. Je trouve quand même que de la part d'un chef de l'État, c'était bien normal et bien la moindre des choses que de remettre les choses au clair par rapport à ça et de dire clairement qu'il y a 2 éléments. Le droit de manifester, bien évidemment, mais pas le droit ni de saccager, ni d'abîmer, ni finalement de nier comme ça la démocratie. Emmanuel Dupuis, avant d'aller au 0826 300 300. Je suis d'accord avec monsieur et pas forcément d'accord avec vous, madame la députée, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est au Premier ministre de dire cela. Et il l'a dit solennellement encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cohésion nationale et il y a un consensus de toute la classe politique pour dénoncer les événements. Je pense que le président était attendu parce qu'il y a eu un certain nombre... Insoumise. Je crois avoir entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'évidemment, saccager une Marianne n'est un petit peu contraire à l'idée qui se fait de la République. République révolutionnaire, certes, mais profondément républicaine. C'est nouveau, la République révolutionnaire. Oui, disons qu'on a plus entendu Robespierre que Brissot. Donc c'est plus un jacobin, si vous voulez, qu'un L'un disait « je suis la République », l'autre c'était « je suis la Révolution ». Exactement. Vous m'ôtez ça de la bouche. Donc je crois que le président avait évidemment besoin de rappeler son plein soutien aux forces de l'ordre. Je rappelle quand même que c'était un dispositif exceptionnel et que et le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont rappelé qu'il y avait la moitié des forces de sécurité qui étaient déployées. Je rappelle qu'en France, on a 250 000 forces de sécurité. On avait là 120 000 CRS, policiers et gendarmes. Donc c'était un caractère tout à fait exceptionnel. Je crois que le président rappelait du reste, lors de son intervention le 13 novembre dernier sur le Charles de Gaulle, toute la solennité du fait qu'il est, selon l'article 35, le chef des armées. Il n'avait pas besoin de redire qu'il était évidemment garant de cette République exemplaire qui, évidemment, dont le premier élément est la sécurité. Je crois très sincèrement que les Français l'attendaient sur 13 minutes entières de réponse à ce que la majorité des Français réclamaient, c'est-à-dire des réponses sociales, des réponses fiscales. Il en a donné quelques-unes. Je pense qu'il aurait pu les expliciter un petit peu davantage. Eh bien, on va voir ce que les Français en pensent au 0826 300 300. Nous avons Sylvie qui nous appelle du magnifique département du Vaucluse. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons. Eh bien voilà, moi je suis simplement une maman, bon bien sûr, qui suis entièrement avec les Gilets jaunes. Mais bon, il y a quand même des choses qu'il a oubliées, cher M. Macron, dans son discours d'hier soir. C'est déjà la loi sur le lycée. Et la loi, pardon, j'ai pas entendu. Ça nous a la réforme là, dans le lycée. Ah, la réforme du lycée, pardon.
Oui. Voilà. Alors bon, ils s'en foutent complètement parce que tout brûle, tout casse. Mon fils, ça fait une semaine qu'il ne peut pas aller à l'école, mais bon, il continue à s'entêter. Bon, voilà. C'est ça, la République en marche. C'est une caste totalitaire où on ne peut rien faire. Mais alors, le summum, c'est quand même vouloir et mettre en place cette loi qui va forcer nos enfants, nos garçons, à aller faire le service militaire à 16 ans. Mais à 16 ans, ils ne sont pas majeurs. Ils sont encore sous notre responsabilité. Excusez-moi, Sylvie, je vous redonne la parole. C'est pas un service militaire. Oui. Ça va faire un peu vieux con ce que je dis, du style qu'on avait, nous, à l'époque, où on passait un an, on bouffait du parcours du combattant, de ramper dans la boue, etc. Non, mais monsieur, je sais bien. En attendant, ils vont te mélanger avec des gens qui ne connaissent pas, des jeunes, pour soi-disant la mixité. Moi, la mixité, je m'en fous. Mes enfants, je ne les fais pas sortir. C'est moi qui les surveille, je m'en occupe. Ils sont toujours accompagnés. Je veille sur eux. La preuve, j'ai fait le choix de ne pas travailler. Voilà, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari. Je n'ai pas envie de laisser mes fils se mélanger à d'autres personnes que je ne connais pas. D'abord, qu'est-ce qu'ils vont faire? La mixité, ça va être quoi? Ils vont s'ouvrir à quoi? Alors, écoutez... Ils vont se surveiller par qui? Alors, donc lui, c'est son délire, monsieur Macron. Allez, foutez vos gosses là-dedans pendant un mois ou deux, et puis nous, on ne va rien dire. Mais c'est honteux. Ça, c'est toucher à la liberté la plus sacrée, c'est-à-dire aux enfants. Alors, Sylvie... Au droit, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants? Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que... je n'arrive pas à comprendre. Alors, Sylvie... Qu'on puisse avoir le culot d'appliquer des lois comme ça, comme Chapia qui fait sa majorité sexuelle à 13 ans. Alors, mais à 13 ans, on est un gosse. Sylvie, merci beaucoup de votre intervention. On va faire réagir nos invités. Catherine Fabre, députée de La République En Marche de Gironde, elle n'a pas été... Alors, on allait surtout parler de la loi qui va venir, mais c'est pas encore voté, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme dirait l'expression. Elle n'a pas été convaincue par Emmanuel Macron hier soir. Oui, c'est ce que j'entends. Alors, pour revenir d'abord sur les premiers moments de cette allocution d'hier soir, j'ai rencontré, moi, beaucoup de Français qui avaient besoin d'entendre ça, qui avaient besoin d'entendre une parole aussi en termes de rassurer par rapport à la sécurité, par rapport au fait qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas gilets jaunes et qui avaient peut-être besoin d'entendre des paroles de cohésion et pour rassurer l'ensemble des Français. Alors, Madame, effectivement, Sylvie, donc j'entends, donc vous n'êtes pas d'accord sur le service national universel. Alors, c'est un peu, certes, l'idée, c'est à la fois de s'ouvrir et de pouvoir faire en sorte que les enfants puissent rencontrer diverses réalités, peut-être se rendre compte de ce qu'il y a autour d'eux. Alors j'entends que ça ne vous plaît pas. C'est un peu aussi le rôle de l'école. À l'école, les parents lâchent un peu aussi du lest. Avec la carte scolaire, il y a très peu de mixité sociale à l'école. Alors certes, il y a alors que ce quand il y avait le service militaire, là, il y avait vraiment de la mixité sociale. Ouais, tout à fait. Alors moi je trouve ça plutôt positif qu'il y ait de la mixité sociale. Je pense que ça aide à ce qu'il y ait du lien social, à ce qu'on puisse se comprendre aussi entre l'ensemble des Français. C'est pas une mixité qui va durer un an, c'est une mixité qui va durer quelques semaines. Donc ça me paraît plutôt pas mal, justement, pour qu'on puisse se comprendre aussi et faire société tous ensemble. Et puis il y a un autre enjeu important avec ce service national universel, c'est de voir quels sont les jeunes qui ont décroché, qui sont dans une impasse, et pouvoir leur proposer de s'orienter, éventuellement trouver des voies qui peuvent les intéresser, les passionner et les faire repartir sur des trajectoires positives. Oui, Mathilde Aubineau voulait réagir. Galanterie oblige, mon cher Emmanuel Dupuis. Oui. Vous parliez de lien, Madame la députée, un lien qui s'est distendu, qui s'est dénoué au fur et à mesure. Et j'ai envie de rappeler cette phrase de Brel, ne me quitte pas, moi je t'offrirai des perles de pluie. Alors je la fais pas en chantant, mais c'est un peu cette idée. Vous pouvez, si vous chantez juste, allez-y. Alors c'est pas pour tout de suite pour chanter juste, mais peut-être une autre fois. Oui, ça serait plus amusant. Et donc, il faut se rattacher finalement à ces temps heureux, à ces périodes, ces moments forts, à ces monuments de la République aussi, ce qui donne de la consistance, qui donne de la gravité. Et c'est ce qu'a voulu faire Macron hier, c'est ce qu'il tente de faire en mobilisant aussi les maires, en mobilisant l'ensemble des acteurs. Alors même s'il y a une crise de la représentativité aussi,
Et donc, il y a une rupture avec son personnage, avec la posture qu'il avait initiée depuis qu'il était candidat. Il était là à bousculer, il était là finalement à vouloir faire autrement. Et là, au contraire, il réaffirme sa position de chef de l'État, dans ce qu'il a de grand aussi. Et donc, finalement, c'est une manière de dire que peut-être que l'ancien monde n'était pas si mal aussi. Sébastien Conrado, quand il a fait son mea culpa en disant c'était un mea culpa sur les propos qui auraient pu blesser, est-ce que c'était une bonne idée de faire un mea culpa parce qu'on sentait bien en parlant avec les Gilets jaunes qu'ils en voulaient beaucoup à des paroles du style ceux qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires et tutti quanti? Il a bien compris que sa personnalité, sa personne posait problème. Je crois qu'il l'a plus ou moins dit comme ça. Et que les mots de travers pouvaient énerver. Il a senti cette colère viscérale venant du peuple qui l'a peut-être un peu effrayé ou au moins étonné. On verra après ce que vous en pensez. Et donc, ce mea culpa, alors moi je ne suis pas forcément partisan du chef qui se justifie. Ou qui s'autoflagelle. Parce que c'est une question d'image. Et de toute façon, Emmanuel Macron ne nous a jamais donné l'image du président humble. Mais tel que ça a été fait, ça passait correctement. Emmanuel Dupuis, est-ce que ça a été bien de faire un mea culpa? Alors juste avant de répondre au mea culpa, sur le service national universel, il se trouve que j'ai appartenu à plusieurs cabinets ministériels. C'est un sujet que j'ai un petit peu suivi. J'ai même aidé un parlementaire à écrire un rapport. Je rappelle que le service national est certes une proposition du programme présidentiel du président, mais que il fut appelé autrement dans des précédentes mandatures. La garde nationale, d'une certaine façon, la revalorisation des réserves, juste après la suspension du service national en 95, participe de cet impôt sur le temps. Je crois que c'est important qu'une classe d'âge, on peut ne pas être d'accord sur la mixité, on ne peut ne pas être d'accord sur l'obligation pour tout le monde de donner du temps à la République, mais je crois que ce qui fait sens et ce qui fait pacte social, c'est cette concomitance entre les droits et les devoirs des citoyens. Et le service national universel, même si ça coûte horriblement cher, moi je ne suis pas d'accord sur la forme telle qu'elle va être proposée. 1,6 milliard pour le lancement, 1,3 milliard chaque année, c'est absolument impensable par rapport à la situation budgétaire que nous connaissons. Mais je crois que c'est important que les jeunes, au-delà de la nécessité de penser à la mixité, puissent avoir un objectif commun, donner du temps pour un service public, pour une République qui se veut exemplaire, évidemment, et c'est un slogan qui pourrait être appliqué à l'ensemble des responsables politiques français et étrangers, mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'il faut redonner de la consistance aux mots. Et je crois que c'est ça ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il donne la bonne grammaire. Lui-même se veut volontiers pédagogue quand qu'il intervient devant les ambassadeurs à Davos en disant « je veux réécrire la grammaire des relations internationales », qu'il commence à réécrire la grammaire que nous devons tous partager, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue. Et sur le mea culpa? Alors sur le mea culpa, moi je suis un petit peu d'accord avec vous, je trouve que ce n'est pas le rôle d'un président de dire « je me suis trompé ». C'est à lui de dire en conséquence, parce que je me suis trompé. Obama l'avait dit, il avait même dit I screwed up, ce qui veut dire j'ai merdé en anglais. Ce qui avait fait beaucoup de tintouins aux USA. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le checks and balance, il y a le pouvoir, l'ultra-puissance des contre-pouvoirs. Donc forcément, il y a quand même une capacité de régulation. Ce qui me semble ne pas être le cas avec un président qui a recentralisé la fonction présidentielle, qui l'a d'une certaine façon jacobinisé, qui l'a d'une certaine façon bunkérisé. Donc c'est évidemment pas au président de la République de dire je me suis trompé. Ça sonnait un peu faux. Catherine Fabre, j'ai essayé de créer un nouveau mot en préparant l'émission. Est-ce qu'avec ce mea culpa, il ne s'est pas déjupitérianisé ? Ah, c'est pas mal ça, déjupitérianisé. Si vous avez des contacts à l'Académie française, vous pouvez... Ok, je vais le soumettre. Je prends les droits d'auteur, il n'y a pas de problème. Écoutez, moi je pense que si, et je trouve ça... Il s'est donc déjupitérianisé. Je pense, et je trouve ça très bien. Et vous disiez, c'est pas le rôle d'un chef de l'État de dire qu'il a pu se tromper. Moi je trouve au contraire que c'est la marque d'un chef moderne. Et honnêtement, avant d'être député, j'étais bête de conférence en management. Et il me semble, au contraire, que la modernité, et finalement, quand il y a du bien-être dans une société, et ça peut aussi, pourquoi pas, se transférer à la société française, c'est très intéressant de co-partager ce contrat social. Vous dites, c'est une grand-mère qu'on doit tous partager. Oui, on doit tous la partager,
grammaire. Alors ça, c'est mon grand-mère. petit accent. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est mon accent du Sud. Et alors, c'est une grammaire qu'on doit tous partager. Et je pense que c'est la grande leçon de cette crise. Il y aura un avant et un après. Et justement, il me semble que tout l'enjeu, c'est de co-construire ce nouveau pacte social. On a des enjeux énormes. On a des enjeux en termes de transition écologique. On a des enjeux en termes de pouvoir d'achat. On a des enjeux en termes d'endettement. Comment on fait pour aller sur un chemin dans lequel on est tous d'accord? Pour réformer, il faut que la société adhère. Et pour que la société adhère, il faut la faire participer. Donc moi, je trouve ça au contraire vraiment intelligent et vraiment moderne. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h44. Est-ce que les auditeurs de Sud Radio adhèrent à ce que j'affirme ce soir? Le patron, c'est Macron. Et non, toujours pas Philippe David, 3 quarts d'heure et vous n'avez toujours pas convaincu nos auditeurs qui pensent qu'à 90%, eh bien non, contrairement à ce que vous dites, le patron, ce n'est pas Macron. On est là jusqu'à 20h, continuez de voter sur le Twitter de Sud Radio. Et puis évidemment, le 0826 300 300, toujours ouvert, on vous attend, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour des vraies voix seuls contre tous et je l'affirme ce soir sur Sud Radio, le patron, c'est Macron. Avec nous pour en débattre, Catherine Fabre, députée La République En Marche de la Gironde, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe, délégué général des centristes en charge des affaires étrangères, Mathilde Aubineau, communicante, fondatrice de la Saga des Audacieux et Sébastien Conrado, directeur de Décodeur 360. Mathilde Aubineau quand même, est-ce qu'il n'a pas fait un peu du Chirac, mais sans le dire, vous vous rappelez Chirac, en parlant de Sarkozy, je décide, il exécute, en prenant exactement le contre-pied de ses ministres, qui disaient, et pour Bruno Le Maire, et pour Gérald Darmanin, et pour Muriel Pénicaud, qu'ils n'augmenteraient pas le SMIC, que la baisse de la CSG n'aurait pas lieu, etc. Est-ce que quelque part, c'est pas une manière de leur montrer que le patron, c'est lui? Et du coup, ça serait intéressant d'avoir... D'ailleurs, ils sont en train de manger leur chapeau, à mon avis, là. Oui. Finalement, de la légitimité de la parole, et après, si elle est contestée ensuite par le président, d'avoir besoin de sursignifier « je suis le chef, je suis le patron », pour reprendre l'intitulé de cette émission, c'est intéressant. Si c'était le cas, si c'était évident, si c'était limpide, il n'y aurait pas eu besoin de cette affirmation-là. Pour revenir tout à l'heure aux petites phrases, aux séquences maladroites qui ont été évoquées tout à l'heure. Alors, des séquences qui ont été jugées arrogantes et qui ont eu lieu avant l'affaire Benalla et qui finalement se sont accumulées et qui ont fait beaucoup de mal à l'image de Macron. Il y en a eu aussi après l'affaire Benalla, notamment la photo avec 2 énergumènes aux Antilles qui a fait le tour de tous les réseaux sociaux de France et de Navarre. Voilà, qui était torse nu et qui posait en effet avec le chef de l'État. Et donc, c'est une accumulation de séquences qui ont été surmédiatisées au détriment des projets de loi, des propositions de loi des députés et qui ont finalement abîmé aussi la posture du chef de l'État. Et donc, c'est bien sa personne, sa personnalité, l'image qu'il renvoie qui a fait l'objet de contestations. Et c'est d'autant plus important qu'il réaffirme sa gravité et son sens de l'État aujourd'hui dans cette séquence-là. Il va falloir que dans les prochaines prises de parole, dans cette volonté de co-construction... il a dit qu'il reparlerait aux Français. Et ça, c'est important aussi de... Oui. Déjà, il parlera le 31 décembre pour les vœux. Ça d'office, comme tous ses prédécesseurs. Mais on reste dans quelque chose de très consensuel, de prévu dans l'agenda, finalement, avec ces... Mais c'est important de retisser un dialogue étroit avec le même vocabulaire. Hein. Vous parliez tout à l'heure de grammaire. Voilà, on sait que c'est l'élève de Ricoeur, que c'est quelqu'un qui a un phrasé, et c'est important aussi d'être entendu par les Français. Sébastien Conrado, est-ce que quelque part, justement, ces propositions, elles sont fortes et elles prennent le contre-pied de ces ministres le jour même ou la veille ou depuis toujours? Est-ce que c'est pas une manière de redire, écoutez, le patron, c'est moi les gars? Oui, alors c'est vrai qu'on a, les filles pour Muriel Pénicaud. Hein. On a beaucoup parlé de la forme, on a très peu parlé du fond, et effectivement, Emmanuel Macron a annoncé des choses qui étaient, je sais pas, le SMIC, est-ce que certains d'entre vous l'attendaient? Personnellement, je ne l'attendais pas. Et ça a été... Muriel Pénicaud avait dit la veille qu'il n'y aurait pas de revalorisation. Voilà. Elle l'attendait vraiment pas. Voilà, elle l'attendait vraiment pas. Donc effectivement, il a pris un peu tout le monde de court. Est-ce que ce sera suffisant? J'en ai aucune idée. Ce qui est clair, c'est que sur les réseaux sociaux, ça s'agite. Je vais vous montrer avec votre sondage. Et puis, l'événement, l'acte 5, qui se déroulera samedi prochain, est déjà presque aussi volumineux que les semaines précédentes. Une chose cependant, la prime de Noël est prévue pour, si j'ai bien compris, le vendredi 14 décembre, c'est-à-dire vendredi prochain, c'est-à-dire la veille du rassemblement de l'acte 5. Est-ce que c'est pas une manière de donner un petit chèque aux gens qui en ont besoin pour qu'ils aillent acheter des cadeaux de Noël et pas qu'ils aillent manifester?
Alors, le problème, c'est est-ce que les magasins seront ouverts pour acheter les cadeaux de Noël? Ça, c'est quand même une vraie question. Oui, Emmanuel Dupuis. Et est-ce que toutes les entreprises pourront donner la prime, puisqu'il a bien précisé que c'est pas l'État, mais que ce sont les chefs d'entreprise. J'ai vu que qui la Publicis donnait même 1 000 € à chacun de ses employés. C'est quand même une belle prime. Ah oui, là, ça met beaucoup de beurre dans les épinards ou beaucoup de cadeaux sous le sapin. Non, mais pour revenir à la sacralité ou à la gravité de la prise de parole présidentielle, je crois que le président est en train de sortir d'une mauvaise passe médiatique qui a commencé avant l'été, où évidemment il s'est enfermé dans ses certitudes et d'une certaine façon les mots qui ont été utilisés dans le contexte de l'affaire Benalla, certes, qu'ils viennent me chercher, souvenez-vous, j'ai raison, ils ont tort, c'est à vous de montrer que notre politique sert et impacte sur le pouvoir d'achat des Français, ce qui est sans doute vrai, mais qui ne s'est pas matérialisé ou qui n'a pas été médiatisé suffisamment. Je crois qu'on a là l'exemple même d'un président qui veut tordre le cou à un système institutionnel qui ne fonctionne pas comme ça. Et c'est peut-être là où il y a une crise de régime ou une volonté d'adapter, non pas la Constitution, mais d'adapter notre modalité politique avec un président qui redécouvre la prestance et la capacité d'être un vrai président du début de la Ve République, si j'ose dire, et pas donc gaullien, si c'est le début. Avec une vision très gaullienne, mitterrandienne et gaullienne, parce que Mitterrand aussi avait cette capacité de pontifier, au sens noble du terme. Je crois que c'est ce qui peut caractériser le président. Il pontifie beaucoup, et c'est ensuite à son gouvernement d'exécuter ou pas. Et c'est là où est le problème. C'est que dans les précédentes mandatures, le gouvernement exécutait plutôt bien, avec des premiers ministres qui, d'une certaine façon, hormis quelques anicroches, exécutaient. D'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui rappelait aussi que François Fillon n'était qu'un collaborateur. Absolument. Et donc, de ce point de vue-là... Ce qui n'était pas très sympa pour Fillon, soit dit en passant, mais bon. Non. Bien sûr, sauf qu'il a fait tout un mandat. Oui. Est-ce que Édouard Philippe fera tout un mandat? Je ne suis pas certain. Ça, c'est une vraie question. Et donc, d'une phrase pour terminer, moi je crois que ce qui est très important aussi, c'est que la parole du président est très écoutée, je reviens à l'international. Elle le sera d'autant plus qu'il y a les élections européennes qui se profilent, et Emmanuel Macron a personnalisé l'élection européenne. Il l'a personnalisé parce que de l'autre côté, Viktor Orban, Matteo Salvini, ils l'ont aussi personnalisé. Mais je crois que c'est très important qu'il reconquiert une légitimité pour que sa parole soit audible, non pas seulement en France, parce qu'il sera aussi question de la présidence de la Commission européenne une fois que le Parlement européen aura été voté. Catherine Fabre, l'appel à l'union nationale à la fin, est-ce que finalement le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas le révélateur de la France fracturée entre les vainqueurs de la mondialisation et les perdants de la mondialisation, entre la France des campagnes qui est oubliée et la France des villes qui, elle, réussit et qui a des transports et qui donc n'a pas besoin de prendre du gasoil ou de l'essence pour aller travailler? Alors, je voulais aussi réagir sur la première de vos questions par rapport finalement au fait que le président a décidé un certain nombre d'arbitrages. Oui. Et il me semble, moi, qu'en période de tempête, c'est important et c'est très rassurant d'avoir un capitaine qui tient la barre. Et donc, de ce point de vue-là, justement, ces décisions-là me paraissent vraiment bienvenues. Après, en période plus sereine... les députés travaillent à faire remonter des idées du terrain. Les maires, justement, sont invités à venir participer à la concertation. Les partenaires sociaux sont invités à venir participer à la concertation. Donc là, on va rentrer dans une seconde phase qui va faire que finalement chacun est invité à prendre sa part dans la réflexion, à prendre sa part dans les solutions proposées. Et ça me paraît là aussi très intéressant puisque je ne pense pas qu'il y ait un seul patron qui doive décider de tout, mais au contraire que les décisions peuvent émaner de plusieurs acteurs forts. Je vous pose une question, il nous reste 40 secondes, donc une réponse courte. Mathilde Aubineau, est-ce que hier c'est un nouveau départ? Oui, on le souhaite. Pour vous, Sébastien Conrado, est-ce que hier c'est un nouveau départ? J'ai peur que ça ne soit pas suffisant. Emmanuel Dupuis. Oui, mais il ne faudra y associer davantage que les personnes qu'il a appelées à participer. Catherine Fabre, un nouveau départ hier? Oui, il y aura un avant et un après. Merci beaucoup Catherine Fabre, Emmanuel Dupuis, Mathilde Aubineau, Sébastien Conrado. Verdict sur Twitter, mon cher Philippe. Eh bien, ça n'a pas changé. Depuis une heure, Philippe David, vous n'avez pas convaincu toujours 91% de nos auditeurs qui pensent que non. Le patron, ce n'est pas Macron. On verra la suite d'ailleurs. Et dans quelques instants, comme tous les soirs, le Loft Music de notre ami Yvan Cujous qui reçoit Oshi. Restez bien avec nous sur Sud Radio. 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 Restez bien avec nous sur Sud Radio.